Nous recevons sur ce plateau le directeur du programme national de lutte contre le sida, le docteur Franck Fouamba. Merci d'avoir répondu à notre invitation, docteur. C'est moi qui vous remercie. Docteur, pour commencer, comment se porte la lutte contre le VIH en RDC? La lutte se porte de plus en plus bien et le VIH lui-même un peu moins que la lutte, parce que les personnes continuent à se faire dépister. Les malades continuent à être mis sous ARV et nous pensons que ça évolue bien. Ça évolue bien, mais selon le dernier rapport de l'ONU-SIDA, on note que la République démocratique du Congo figure parmi les pays qui maintiennent les indicateurs de la lutte contre cette maladie au rouge. Mais quand vous dites que ça évolue bien, il y a quand même une certaine contradiction par rapport à cela. Bon, je ne sais pas exactement à quel rapport vous faites allusion, mais en tout cas... le dernier rapport que je connais, c'est en fait le rapport mondial qui détaille les progrès, notamment par rapport à l'élimination de la transmission VIH et mère-enfant du VIH. Et ce rapport indique clairement que la RDC évolue. Actuellement, la RDC est classée en deuxième rang, on dit deuxième classe. Et donc, parmi les pays qui ont réduit entre 26 et 50%, notamment en ce qui concerne le VIH pédiatrique. La transmission de la mère à l'enfant, VIH pédiatrique, c'est vrai que c'est parmi les efforts que la République démocratique du Congo a menés dans la lutte contre cette maladie. Mais en dehors de cela, est-ce qu'on parle d'autres choses qui ont déjà été faites par rapport à la lutte contre le VIH-Sida en RDC? Oui, parce que quand on reste sur le domaine de l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH, en ce qui concerne la PTME, la RDC a sensiblement augmenté à sa couverture. En tout cas, nous sommes passés d'environ 10% à 33% en 2013. Donc il faut dire que les choses ont sensiblement évolué. Quand on regarde le nombre de malades que nous avons réussi à mettre sous traitement, nous sommes partis de moins de 500 malades à près de 100 000 malades en 2014. Donc nous pensons effectivement que les choses évoluent. S'il faudrait parler de taux de prévalence, on doit dire qu'elle est vraiment en train de baisser. Ou bien le taux est en train de stagner encore, ou en prévalence. Comment est-ce que vous pouvez juger la prévalence en RDC? L'enquête 2007 de l'EBS a situé la prévalence dans la population générale en RDC à 1,3%. Et la dernière enquête de 2013-2014 l'a situé à 1,2%. C'est vrai que mathématiquement, on peut se dire qu'on est resté dans les mêmes proportions. D'ailleurs, cela a été aussi démontré par les autres études, notamment l'enquête de sérosurveillance que nous menons chez les femmes enceintes, qui est restée dans les mêmes limites. Donc on va dire que ça stagne encore? Non, pas que ça stagne, mais que ça évolue. Ça veut dire tout simplement que nous arrivons à contrôler les nouvelles infections, mais nous arrivons également à maintenir les personnes qui vivent avec le VIH en vie. Et c'est ça qui est très important parce que nous évitons à ce qu'il y ait beaucoup de décès. Et en évitant qu'il y ait beaucoup de décès, comprenez que c'est une maladie avec laquelle on vit pendant longtemps et que donc les malades restent longtemps, la prévalence reste maintenue pendant assez longtemps. Est-ce que la République démocratique du Congo dispose des statistiques exactes, des chiffres de ces malades, des personnes vivant avec le VIH, que ce soit les personnes stables, ceux qui viennent d'être diagnostiqués et tout ça? Est-ce qu'on dispose des chiffres exacts? Nous disposons des chiffres parce qu'il y a des rapports programmatiques qui sortent chaque année. En tout cas, le PMLS sort à la fin de chaque année un rapport qui retrace plus ou moins les prestations, qui retrace des grands résultats en termes de personnes qui ont fait connaissance de leur statut sérologique, en termes de personnes qui ont eu accès au traitement aussi bien ARV qu'au traitement en rapport avec les infections opportunistes. Nous sortons des données en rapport avec la transmission de la mère-enfant du VIH. Nous sortons des données sur le nombre de personnes sensibilisées et que donc on a des rapports programmatiques qui nous renseignent. Mais à côté de ça, il y a également des données d'enquête, comme tous les autres pays, qui nous permettent de faire des estimations de notre prévalence et fort de ça, avoir des estimations plus ou moins sur le nombre de personnes vivant avec le VIH dans le pays. Docteur, nous sommes en 2015, c'est déjà une nouvelle année, mais au mois de décembre,
C'est le mois qui est dédié à la lutte contre le VIH-Sida et durant ce mois, des rapports fusent de partout. Médecins sans frontières a dit dans un de ses rapports que la RDC enregistre 15 années de retard dans la lutte contre cette maladie. Qu'est-ce que vous pourrez dire par rapport à cela? Pourquoi ce retard? Qu'est-ce qui expliquerait cela? Je préfère laisser MSF responsable de ces déclarations. Ce que moi je sais de la lutte contre le VIH dans le pays, c'est que on n'a pas pris un retard de 15 ans, mais bien au contraire, les choses sont en train d'avancer. Les quelques chiffres que je venais d'avancer tout à l'heure, notamment en rapport avec le nombre de personnes que nous mettons sous traitement, j'ai dit qu'il y a plus de 10 ans, on avait moins de 500 personnes. Et aujourd'hui, nous sommes à près de 100 000 personnes qui sont sous traitement dans le pays. Je ne vois pas où est le retard à ce niveau-là. Le même rapport de MSF ou la même déclaration de MSF de décembre dernier dit par exemple qu'il y a eu une baisse en ce qui concerne les financements. Information que nous n'avons pas au niveau du programme parce que nous savons que les financements par exemple de 2010 à 2012 est passé de 190 millions à 230 millions et que même la responsabilité en termes de contenu MSF la situe à 38%, ce qui est vrai. Mais ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'il est parti de 46% il y a 2 ans. Pour arriver à 38%, ça veut dire à notre niveau que les choses sont en train d'évoluer. Pour rester sur les chapitres de financement, il faut dire aussi qu'il y a un certain nombre de financements aussi qui ne font que s'accroître. Avec le gouvernement américain, par exemple, on sera passé en peu de temps à 50 millions l'an, à environ 62 millions qui l'on met dans la lutte contre le VIH. C'est bien de le dire, Dr Franck, vous avez des financements, les financements continuent à s'accroître, mais la sensibilisation a vraiment baissé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand je dis que la sensibilisation a baissé? Bon, je pense qu'à cette question, la presse répondrait encore davantage mieux, parce que la lutte elle est multisectorielle et qu'à ce titre, on attend la contribution de chacun, notamment la contribution de la presse qui a toujours été une des plus appréciées. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont fournis pour transmettre le message à qui de droit, sans lesquels on n'aurait pas de résultats que nous avons aujourd'hui. Nous pensons que le gros de ce que nous présentons en termes de prévention, en termes de prise en charge, en tout cas, il y a eu une bonne contribution, notamment des médias, il y a eu une bonne contribution. Mais on pense que le média fait toujours sa part, mais les médias ne peuvent pas travailler seuls. Nous sommes une structure, il y a des structures qui sont reconnues, le Programme national de lutte contre le sida, le PNMLS, il y a plusieurs structures qui sont reconnues, qui doivent accompagner la presse. Mais si ces structures-là, peut-être, je peux dire, abandonnent un peu, la presse ne pourra pas diffuser un message seul. Je ne sais pas ce que vous entendez par abandonner la presse. En tout cas, ma présence, par exemple, sur ce plateau justifie que nous travaillons toujours avec la presse, ça justifie le fait que nous soyons toujours disponibles, en tout cas pour répondre quand il le faut, mais aussi pour dire qu'au niveau de la lutte contre le VIH, il y a tout un plan pour l'accompagnement des médias, qui n'est peut-être pas directement du ressort du ministère de la Santé que le PNMLS représente, mais au niveau du PNMLS, il y a tout un plan pour l'accompagnement des médias. C'est ce qui fait que il y a un grand nombre d'émissions qui s'organisent non seulement au niveau national à Kinshasa, et même dans des radios, des télévisions de proximité à l'intérieur du pays. Docteur Franck, parlons de la prise en charge. Est-elle correcte en RDC? Les PVV, les malades congolais, parce que ce sont des personnes qui vivent en RDC, qui sont malades, on parle des Congolais. Est-ce qu'ils sont pris en charge normalement et correctement? Question à $1 million. Est-ce qu'ils sont pris en charge correctement? Moi, je pense que oui. C'est vrai qu'il va falloir davantage évaluer la qualité de cette prise en charge. Au niveau du programme, nous sommes en train d'organiser une 3e enquête d'évaluation de la prise en charge. Mais quand on se réfère aux 2 autres qui sont passés, il faut dire que les choses s'améliorent. Parce que la lutte elle-même, elle évolue et davantage on apprend. Mais de plus en plus, les efforts sont fournis pour que la prise en charge se fasse de façon la plus correcte possible. J'aimerais faire une petite comparaison. Les personnes vivant avec la tuberculose, par exemple, on doit le reconnaître, ces personnes-là sont correctement prises en charge. Et il suffit tout simplement qu'ils respectent leur traitement. Ces personnes arrivent même à guérir. Mais est-ce qu'on peut parler, on peut faire cette comparaison-là en rapport avec la lutte contre le VIH, qu'une personne qui a pris correctement ses antirétroviraux, est-ce que cette personne-là peut guérir?
Oh là là, je crois que la comparaison n'est pas possible à ce stade parce que du VIH, on ne guérit pas, en fait, du moins avec les données actuelles. Mais en prenant le traitement que vous soulignez, les antirétroviraux, il est possible aujourd'hui de pouvoir vivre avec le VIH, mais en tout cas mener une vie correcte, une vie normale, s'occuper de bien des choses et vivre normalement. Docteur Franck, l'objectif zéro, est-ce possible? 3 décennies, on parle du VIH dans la République démocratique du Congo, ça fait déjà plus de 3 décennies. Est-ce que l'objectif zéro, c'est possible? C'est possible. 2-3 décennies encore devant nous, je pense qu'on parlera autrement. On parlait en 2015, l'objectif zéro d'ici 2015. On parlera autrement du VIH. Les avancées scientifiques aujourd'hui prouvent effectivement qu'il est possible de pouvoir atteindre l'objectif zéro en ce qui concerne les nouvelles infections, zéro en ce qui concerne les décès, zéro également en ce qui concerne la stigmatisation. Mais il va falloir mettre davantage de moyens pour arriver à cet objectif. Mais tel que les choses évoluent, non seulement en RDC, mais à travers le monde, je crois que l'espoir est désormais permis. Nous pensons qu'on va arriver à cet objectif. On va y arriver. J'aimerais revenir à la prise en charge. Avant de vous recevoir sur ce plateau, nous avons quand même eu le temps de rencontrer certaines personnes vivant avec le VIH qui disent qu'ils sont abandonnés. Docteur Franck, ces personnes se plaignent, ils disent qu'ils sont abandonnés. Le programme, qu'est-ce que vous faites exactement pour pouvoir accompagner ces malades? Abandonné. Ce terme revient pour la seconde fois. C'est ça. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Il faut d'abord dire que dans le pays, il y a une loi qui protège non seulement les personnes vivant avec le VIH, mais également les personnes affectées. Quand on consulte la loi, notamment dans ces articles 11 et 12, on vous parle de la gratuité de la prise en charge et surtout de la prise en charge aux ARV. Ça, c'est assuré. Je venais de vous dire ici qu'il y a près de 100 000 personnes qui reçoivent le traitement en RDC. Il faut souligner qu'ils le reçoivent gratuitement. La lutte contre la stigmatisation, la discrimination, ça reste parmi les axes très importants de la lutte contre le VIH. Et le pays a fourni beaucoup d'efforts par rapport à ça. Le pays, avec l'ensemble de ses partenaires, c'est d'ailleurs dans cette optique-là que c'est même régulièrement l'enquête stigma pour essayer, n'est-ce pas, de voir la question de la stigmatisation. Mais il faut dire qu'il y a vraiment des grandes équipes qui s'en occupent pour pouvoir non seulement conscientiser les personnes déjà infectées par le VIH, pour leur dire que le VIH, c'est finalement une maladie comme les autres. C'est une maladie chronique comme le diabète, comme l'hypertension, avec laquelle il va falloir vivre. De sorte que la stigmatisation et la discrimination ne partent pas déjà des personnes elles-mêmes infectées par le VIH. Mais c'est en fait le même message que l'on donne également à la population tout entière pour dire que ce n'est pas aussi alarmant qu'on pouvait l'imaginer au début des années 80 ou au début des années 90, mais que maintenant, avec l'évolution de la science, il est possible non seulement de vivre avec sa maladie, mais de vivre sans pouvoir contaminer les autres. Tout à l'heure, dans vos propos, vous avez dit que la lutte contre le traitement est gratuite. Est-ce que vous êtes sûr que cela est vraiment gratuit? Les malades ne sont pas contraints à pouvoir payer quelques sommes, à 5 $, à 10 $ pour une fiche ou pour quelque chose comme ça. Est-ce que le traitement est vraiment gratuit? Le dernier rapport sur l'estimation des flux de dépenses dans la lutte contre le VIH-Sida, qu'on appelle le rapport REDES, qui a retracé plus ou moins la situation de 2011 et de 2012, je venais de le dire encore ici, a montré que la contribution des ménages par rapport à la prise en charge notamment est passée de 46 à 38% de façon globale. C'est juste pour dire qu'il y a toujours une contribution des ménages. Déjà, le fait que l'on doit partir de chez soi pour aller vers un centre de traitement et qu'on doit prendre un bus, c'est déjà une contribution par rapport à ça. Le fait que l'on soit parti de chez soi vers une structure sanitaire où on va vous conseiller de faire un dépistage, des fois, il y a toujours des frais à devoir payer. Parce que quand vous arrivez, il n'y a rien qui dit que vous arrivez, vous êtes une personne vivant avec le VIH. On y arrive parfois comme malade, on y arrive peut-être pour un simple dépistage. Mais c'est au décours de cette consultation qu'on découvre qu'on a affaire à une personne qui vit avec le VIH, on a affaire à une personne qui doit avoir accès au traitement et qu'à partir de ce moment-là, la gratuité commence.
Donc ce n'est pas toujours gratuit à 100%, mais en tout cas en ce qui concerne les commodités VIH, c'est donné gratuitement. Le test, il est gratuit. Le dépistage et les antirétroviraux, c'est gratuit. Les médicaments contre les infections opportunistes, c'est gratuit. Mais la fiche pour un malade qui arrive à l'hôpital, ça n'a rien à voir directement avec le PMLS. J'aimerais parler de dépistage volontaire qui est gratuit. Est-ce que les gens partent se faire dépister volontairement? Parce que souvent, en tout cas, ce que je sache, c'est je veux me marier, il faudrait que je fasse un dépistage, il faudrait qu'on sache mon état sérologique. Je suis enceinte, d'ailleurs là c'est obligatoire pour les femmes qui sont enceintes. Mais est-ce que la jeunesse, est-ce que les gens le font volontairement? Est-ce qu'ils se déplacent pour aller dans un centre et connaître leur état sérologique? Il faut dire que le dépistage reste volontaire. Ce n'est pas obligatoire même pour les femmes enceintes, moins encore pour les personnes qui veulent se marier. Ça reste une volonté, mais de plus en plus, c'est une volonté éclairée. Donc tout ce qu'on fait, c'est apporter le message pour dire que le dépistage, il est important. Tout ce qu'on fait, c'est dire que le dépistage est important pour que chacun de nous connaisse son statut sérologique. C'est vrai qu'on n'a pas toujours les chiffres qu'on attend par rapport au dépistage. Nous sommes encore un peu bas par rapport aux personnes qui connaissent leur statut sérologique. Mais laissez-moi vous dire que ça évolue, parce que la conception même vis-à-vis de la maladie dans la communauté a beaucoup évolué. Ce n'est plus comme on voyait le VIH dans le temps. Aujourd'hui, au pays, nous estimons à environ 350 000 personnes qui ont besoin de traitement. On va atteindre la barre des 100 000 maintenant. Donc vous comprenez qu'il y a encore du chemin à faire. Mais ce qui est important pour nous, c'est de voir effectivement que les choses sont en train d'évoluer et que progressivement l'espoir est permis. Nous pensons donc que ça se passe assez bien. Dans certaines ambassades ici au pays, pour pouvoir obtenir un visa, on envoie les personnes dans des centres de santé pour faire des examens cliniques. Mais parmi ces examens, on note le dépistage du VIH-Sida. Est-ce que cela est recommandé, permis? Cela n'est pas une recommandation de l'ONU-SIDA, que je sache. C'est vrai, on a appris, peut-être qu'on ne sait pas citer tout de suite des cas de certaines ambassades qui l'exigent, mais il faut dire que là aussi les choses ont évolué parce qu'il y a un grand nombre de pays qui exigeaient ça au départ, mais de plus en plus avec le plaidoyer de l'ONU-SIDA, des différents pays, il y a de moins en moins de pays qui exigent. En tout cas, je connais des ambassades qui, à 5-10 ans, exigeaient ça à Kinshasa, mais maintenant, on n'en parle même plus. Mais on en trouve quand même dans certaines ambassades. C'est possible. C'est possible. Il faut dire que c'est un problème. Là où ça se passe comme ça, c'est un problème. Mais je pense que c'est vraiment en train d'être réduit progressivement. Docteur Franck, vous êtes directeur de programme national de lutte contre le sida. On ne va pas finir cette émission sans pour autant parler de votre programme. Quelles sont vos actions? Qu'est-ce que vous avez mené en 2014? Qu'est-ce que vous comptez faire en 2015 pour pouvoir vraiment lutter contre cette maladie? Le programme travaille, comme je le disais tout à l'heure, sur plusieurs axes. Nous travaillons sur la prévention, nous travaillons sur la prise en charge. Et s'agissant de la prévention, nous travaillons notamment sur le dépistage. Et il est prévu effectivement que nous puissions accroître davantage le nombre de gens qui connaissent leur statut sérologique. On y a travaillé beaucoup les 5 dernières années, mais on continue sur ça cette année. Il est prévu également dans le cadre de la prévention que nous puissions davantage éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes partis de moins de 10% de couverture dans le pays. Aujourd'hui, à un peu plus de 30% de couverture. Et ça a été la satisfaction aussi bien de nous-mêmes que des partenaires qui nous appuient. Nous sommes en train de travailler sur la prise en charge qui n'est pas limitée à la prise en charge aux ARV. C'est d'abord une prise en charge tout à fait globale où nous fournissons des efforts pour mettre un plus grand nombre de personnes qui en ont besoin sous traitement, en soulignant que le traitement lui-même constitue également une prévention. Nous sommes également en train de fournir des efforts pour améliorer le suivi biologique de tous ces malades. En tout cas, nous prévoyons pour les 3 prochaines années de rendre gratuit le suivi biologique pour 165 000 malades. Et on travaille jour et nuit sur ça.
C'est vraiment un défi à relever pour le programme national de lutte contre le sida et même le gouvernement de la RDC. On va finir par cette question. On dit que la lutte contre le VIH-Sida est multisectorielle. Donc, tout le monde est concerné, que ce soit le secteur privé, le secteur public, les programmes et même nous, les médias. Mais vous demandez à la population, vous demandez à tout le monde d'être engagé. Qu'est-ce que vous attendez par cela? Un engagement. Vous voulez l'engagement de tous dans la lutte contre cette maladie. Qu'est-ce que vous voulez exactement que nous puissions faire? Le VIH, c'est d'abord un problème des individus, mais c'est ensuite un problème des familles, c'est ensuite un problème de la société et finalement un problème de la nation tout entière. Ça veut dire que autant que chacun de nous peut contribuer à pouvoir éviter d'avoir le VIH, chacun de nous peut également contribuer à la réponse de façon globale. Et comme vous le savez, c'est une question qui touche au comportement d'abord, et que donc l'engagement de tout un chacun par rapport à son comportement, ça vaut plus que tout ce que nous pouvons dire ici. C'est là que nous insistons vraiment sur l'engagement de chacun, mais c'est également un engagement qui doit concerner les décideurs, parce que, je l'ai dit ici, on a besoin davantage de moyens, en tout cas pour arriver aux objectifs zéro. Il faut qu'il y ait des engagements de plus en plus fermes et à respecter, comme c'est le cas maintenant avec le gouvernement qui met de plus en plus la main dans la poche. Il faudrait qu'il y ait l'engagement de tous ceux-là qui peuvent contribuer. Vous avez vous-même cité les médias. Et moi, je suis content que vous ayez pensé à organiser une telle émission. C'est déjà une réponse, en fait, que vous apportez à la lutte. Et nous pensons que continuer sur la même lancée, il est possible de pouvoir inverser les tendances. Docteur Franck Ofwamba, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur du programme national de lutte contre le sida en République démocratique du Congo. C'est moi qui vous remercie, madame. Et dans 1001 questions santé, comment utiliser un préservatif? Règles d'utilisation du préservatif. Le préservatif doit obligatoirement être protégé par un emballage individuel et avoir été stocké à un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière. Vérifiez que la date de péremption n'est pas dépassée et que l'emballage n'est pas abîmé. En cas de doute, jetez-le et prenez-en un autre. Ouvrez l'emballage par les milieux à l'aide de vos doigts. Le préservatif ne doit pas être ouvert avec les ongles, avec une paire de ciseaux ou avec tout autre objet pouvant le perforer ou l'endommager. Sortez le préservatif de son emballage, il doit se présenter sous une forme circulaire, tel un rond de plastique couvert par une membrane de latex. Ne les déroulez pas avant de le mettre. Le préservatif n'est pas uniquement un objet de contraception, mais un moyen de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. Soyez responsable et attentionné, évitez tout contact entre parties génitales buccales ou anales avant d'avoir mis le préservatif. Les attouchements peuvent cependant être pratiqués à titre des préliminaires. Le préservatif doit toujours être placé sur le pénis en érection. Placer un préservatif sur le pénis au repos peut conduire à des pincements ou voire à sa perforation lors de l'érection. Vérifiez que votre préservatif est à réservoir, gage de sécurité. Pincez le réservoir, l'extrémité du préservatif entre le pouce et l'index afin de chasser l'air et de faire le vide. Le réservoir pourra ainsi contenir la sémence sans qu'il n'éclate. D'autre part, l'absence d'air est synonyme de contact plus fin et de plaisir accru. Placez le préservatif sur le gland après vous être décaloté. Il y a un sens pour le placer. La membrane de latex doit être en dessous de l'anneau de plastique et non au-dessus. Et les côtés lubrifiés doivent être tournés vers l'extérieur. Un préservatif placé dans le mauvais sens ne peut pas être déroulé convenablement, ce qui vous oblige à le placer dans le bon sens. Il ne faut jamais mettre deux préservatifs l'un sur l'autre, car si cela n'accroît pas la sécurité, le préservatif du dessus peut rester dans le vagin de la partenaire féminine après le rapport. Formez avec votre pouce et votre index un anneau en serrant votre pénis et déroulez le préservatif sur la longueur jusqu'à atteindre la base du pénis. Ne forcez pas cette opération, peut prendre un certain temps, mais ne doit pas être douloureuse. S'il ne se déroule pas bien, jetez-le et prenez-en un autre. Les préservatifs sont généralement pré-lubrifiés, mais vous pouvez compléter la lubrification au moyen d'un gel hydrosoluble. Les corps gras et la vaseline sont à proscrire.
Ils peuvent corrompre le préservatif ou le rendre poreux, employer uniquement des gels appropriés disponibles en pharmacie. Au terme du rapport, le partenaire masculin se retire rapidement après l'éjaculation en prenant garde de maintenir le préservatif à sa base afin d'éviter qu'il ne reste dans le vagin de la partenaire féminine. Retirez-le en le déroulant dans le sens inverse et après l'avoir de nouveau tendu, formez un nœud en son milieu pour emprisonner la sémence et jetez-le à la poubelle. Il est déconseillé de le jeter dans les toilettes. N'oubliez pas, un préservatif ne sert qu'une fois, il doit se dérouler facilement, il ne doit être ni endommagé ni périmé, il est déconseillé d'utiliser un préservatif ayant subi des écarts de température ou ayant été endommagé. À cet effet, un préservatif ne doit pas être dans une boîte à gants, une poche ou un réfrigérateur. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de Check-up. On se retrouve très prochainement, toujours sur B1 Télévision. Parfumerie Cudeta met en jeu une grande variété de parfums, type féminin ou masculin. Ces notes d'agrumes fraîches et de plantes aromatiques épouseront votre esprit. La parfumerie Cudeta met aussi en exclusivité les produits cosmétiques haut de gamme Clarins pour cerner l'influence qui se rapproche le plus de vous, de votre tempérament autant que de votre allure. Parfumerie Cudeta, avenue Motombokachi numéro 10-13, immeuble Cavalli Center, local 20, commune de la Gombe, Kinshasa, RDC. Parfumerie Cudeta, n'attendez plus pour sentir bon.